Alors, bonjour tout le monde. On va attendre encore quelques instants, 1 ou 2 minutes, le temps de permettre à tout le monde d'arriver. Ça ne sera pas très, très long. On va pouvoir bientôt commencer. Parfait, parfait. De toute façon, les gens pourront continuer à arriver. Alors, nous, on va commencer. Alors, Kwekakina, bonjour tout le monde. Sébastien Nichinikasun, je m'appelle Sébastien Brodeur-Girard, je suis professeur à l'École d'études autochtones à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et donc je vais jouer le rôle d'animateur aujourd'hui pour cette belle présentation. Donc, ce webinaire Miro Matisiwin vers le bien-être à Manawan que nous pourrons entendre aujourd'hui. Je voudrais commencer par souligner, tout d'abord, moi, comme je suis à Val-d'Or, évidemment, je suis en Anishinaabe-Aki, en territoire Anishinaabe non cédé, mais je veux tout de même lire la reconnaissance développée par l'Observatoire des profilages. Donc, il nous dit, nous reconnaissons au sein de l'Observatoire des profilages que l'Université de Montréal, où est situé l'Observatoire, se trouve en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Montréal est historiquement connu comme un lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. Aujourd'hui, une population autochtone diversifiée ainsi que d'autres peuples y résident. Dès lors, nous, membres de l'Observatoire des profilages, nous engageons à défendre les principes de solidarité et de respect aux côtés des premiers peuples dans la communauté et dans nos activités. Alors, avant qu'on commence, peut-être quelques consignes techniques. Bien vous assurer de garder vos micros fermés avant la période de questions. La présentation va être enregistrée, mais pas la période d'échange et de questions pour s'assurer que tout le monde puisse s'exprimer librement sans aucune contrainte. Donc, seules les présentatrices vont être enregistrées. Et avant d'aller plus loin, en fait, je voudrais céder la parole à Céline Bello pour un mot de bienvenue, donc qui est directrice de l'Observatoire des profilages. Oui, bonjour tout le monde. Alors, Céline Bello, directrice de l'Observatoire des profilages. Juste pour les gens qui ne connaîtraient pas l'Observatoire, c'est donc une structure partenariale qui rassemble plus de 30 chercheurs de différentes universités, différentes disciplines, une vingtaine d'organismes en défense des droits et une cinquantaine d'étudiants. Et l'Observatoire vise à faire des recherches et de développer des plaidoyers à la fois sur les pratiques de profilage, les expériences de profilage et les moyens de lutter contre le profilage, et ceci dans différents secteurs, que ce soit la justice, les tribunaux, la prison, l'aide sociale, le santé, services sociaux, la protection de la jeunesse et l'immigration. Et donc, c'est à travers tous ces secteurs qu'on essaye de comprendre donc comment des traitements différentiels existent, se perpétuent et comment on pourrait y mettre fin. Donc, merci à Emmanuel et à Eva d'avoir accepté de nous présenter leur projet qu'elles sont en train de développer à Manawan, et puis je leur cède la parole. Merci Céline. En fait, je vais faire juste une brève présentation de nos présentatrices, c'est le cas de le dire aujourd'hui. Donc, tout d'abord, Emmanuel, qui est professeur titulaire de la section de droit civil à l'Université d'Ottawa et titulaire de la chaire de recherche du Canada en santé mentale et accès à la justice. Alors, bienvenue, Emmanuel. Et je suis bien content aussi d'accueillir Eva Ottawa, qui est professeure adjointe à la section de droit civil de l'Université d'Ottawa, qui a finalement a pu se joindre à nous. Alors, Miro Peicha, Eva, bien content que tu sois là aussi. Et donc, je vous cède la parole pour cette présentation aujourd'hui, Emmanuel et Eva. Est-ce que vous m'entendez? Oui, OK. Merci beaucoup pour l'invitation puis pour cette présentation.
On est vraiment très heureuse d'être ici avec vous aujourd'hui pour discuter de cet important projet que nous démarrons maintenant, en fait, mais aussi pour discuter donc plus largement, en fait, je pense, de l'importance de considérer la question des pratiques psychiatriques coercitives comme un des éléments, un des moyens, je dirais, de poursuivre l'entreprise coloniale au Québec. Et donc, je vais aborder brièvement cette question-là. Nous allons faire une présentation en 3 temps. Dans un premier temps, on va présenter un peu le cadre théorique de cette recherche-là. Ensuite, nous allons parler un peu de la genèse du projet, comment est-ce que ce projet-là est né finalement. Et puis, dans un 3e temps, nous allons présenter le projet lui-même, ce qu'on souhaite développer et donc la structure de travail aussi de ce projet-là. Donc, je vais commencer par une brève introduction sur l'usage, en fait, des pratiques psychiatriques coercitives au Québec. Nous, on va parler plus précisément de la P38, qui est le fait pour les policiers ou toute autre personne, par exemple, d'amener quelqu'un contre son gré à l'hôpital, généralement à l'urgence. Cette personne-là peut être ensuite prise en charge, internée à l'urgence pour 72 heures, puis ensuite éventuellement internée dans un département de psychiatrie. Donc, ce qu'on constate, en fait, c'est que cette pratique-là de l'internement psychiatrique, mais aussi des soins psychiatriques forcés, et puis de la détention administrative, puis des libérations conditionnelles surveillées là, par la commission d'examen, qui est un tribunal spécialisé pour les personnes qui ont été trouvées non responsables criminellement, par exemple, sont en pleine augmentation, puis c'est vraiment multiplié par des augmentations de 23, 30, 40% depuis une dizaine d'années au Québec. Donc, c'est vraiment des mesures, des pratiques qui sont de plus en plus utilisées de façon de plus en plus systématique. Puis là, il y a plusieurs hypothèses quant à savoir pourquoi c'est le cas, mais il faut savoir que c'est une tendance qui est internationale, qu'on observe ailleurs dans le Canada, puis également, évidemment, au Québec, mais aussi ailleurs. Et puis, ce qui a été quand même assez bien documenté dans les dernières années, c'est la violation systématique des droits des personnes concernées par ces mesures-là, par les établissements de santé d'abord, donc délai dépassé, on ne va pas solliciter le consentement des personnes, on ne leur donne pas d'informations sur leurs droits, les personnes sont censées avoir des recours qu'on leur explique peu. On leur facilite peu aussi la contestation, donc le recours aux procédures judiciaires, la présence même à leurs propres audiences. Mais on constate aussi que les violations des droits ont lieu aussi dans la sphère judiciaire, des audiences extrêmement rapides, une représentation par avocat vraiment lacunaire, des débats sur les droits qui sont rarissimes, voire inexistants. Et puis, ce qu'on constate, c'est qu'il y a un profil de personnes soumises à ces pratiques-là. Ce n'est pas n'importe qui, bien que les problèmes de santé mentale sont censés toucher toutes les couches de la société, tout le monde. Et qui sont en pleine augmentation, notamment depuis la COVID. Mais ce qu'on constate, c'est que les personnes qui vont plus spécifiquement faire l'objet de ces pratiques-là, donc qu'on va vouloir hospitaliser, soigner contre leur gré, ce n'est pas n'importe qui. C'est des personnes qui vont vivre dans des conditions de précarité, qui vont être isolées socialement. Puis, on constate aussi qu'elles vont être surjudiciarisées. Donc, on voit que les personnes qui vont faire l'objet d'une mesure d'internement ou de soins forcés sont aussi judiciarisées dans d'autres domaines, domaine pénal, domaine de protection de la jeunesse notamment, mais aussi en matière de logement. Et donc, que ces personnes-là sont vraiment coincées dans une forme de filet judiciaire, donc dont il est très difficile de se sortir et que dans ces différentes sphères judiciaires-là, leurs droits sont quasiment systématiquement violés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans le contexte québécois, puis dans le contexte canadien également d'ailleurs, il y a vraiment un angle mort dans la recherche qui est celui de la race. Donc, de qui sont les... Donc, je viens de dresser très, très brièvement le portrait des personnes dont on sait qu'elles font l'objet de ces mesures. Mais au contraire de la recherche menée ailleurs, notamment en Angleterre, ça fait très longtemps que la recherche est faite sur ce sujet-là, en tout cas qu'elle est en cours. Puis plus récemment en Australie concernant les communautés autochtones. Ici, donc au Canada, puis au Québec plus particulièrement, on ne dispose vraiment pas de données sur le profil racial des personnes qui sont soumises à ces pratiques-là. Donc, c'est vraiment sporadiquement qu'il y a des petites recherches qui ont été faites qui démontrent quand même certains éléments comme une disparité dans la nature des soins ou des services offerts.
notamment pour les personnes qui reçoivent des diagnostics de psychose, puis ce qui est constaté dans la littérature internationale, mais qui est cohérente chez nous aussi, c'est que les personnes autochtones ou les personnes noires, par exemple, vont recevoir plus souvent des diagnostics de psychose et que par la suite, les services qui vont leur être proposés ne seront pas nécessairement les mêmes que ceux qu'on pourrait offrir à la population blanche, par exemple. Donc, on va leur offrir peut-être plus facilement, en fait, on va plus facilement penser à justement l'internement, les soins forcés, beaucoup moins, par exemple, à offrir de la thérapie. Et donc, ces disparités-là, dans la nature des services offerts, elle n'est pas, en fait, il n'y a pas de recherche qui a été jusqu'à vraiment documenter l'utilisation puis le profil des personnes qui vont être soumises à ces pratiques coercitives-là. Donc, on a un début de connaissance qui est vraiment lacunaire, mais qui ne permet pas, par exemple, d'établir, comme on peut le faire ailleurs, la surreprésentation de certains groupes raciaux soumis à ces pratiques-là. Alors, comme je vous l'ai dit tantôt, là, je vais commencer par présenter un peu c'est quoi les pratiques coercitives québécoises comme mode de gouvernance coloniale. Et puis ensuite, brièvement, la genèse de notre projet de recherche. Puis Eva va présenter en fait le projet lui-même. Alors, bon, historiquement, la psychiatrie, elle a servi d'outil de gouvernance coloniale, puis ça, c'est quelque chose qui est très documenté, puis on peut penser à des auteurs quand même centraux comme Fanon, par exemple, Frantz Fanon, qui a lui-même discuté de ces enjeux-là, sur comment, d'une part, comment finalement les catégories diagnostiques puis la science psychiatrique s'est développée dans les asiles coloniaux par l'étude, l'observation. Les personnes colonisées qu'on soumettait à la fois à des tests, mais aussi dont on allait classer les comportements, notamment en considérant que la résistance à la colonisation était finalement la manifestation d'une pathologie individuelle et en niant complètement la dimension structurelle, systémique de la colonisation, puis des rapports de pouvoir qui avaient été installés à ce moment-là. Aujourd'hui, il y a une certaine littérature qui discute en fait des suites, je dirais, ou des conséquences de cette inscription historique de la psychiatrie dans l'entreprise coloniale, notamment par rapport aux catégories diagnostiques qui vont être utilisées en psychiatrie. J'ai parlé brièvement de la psychose il y a quelques minutes. Donc, ces catégories diagnostiques-là qui sont complètement apolitiques, complètement ahistoriques et qui ne tiennent pas compte, par exemple, des croyances, des contextes dans lesquels les personnes se trouvent et qui vont nier finalement les effets structuraux, par exemple, du racisme et puis de la discrimination que certaines personnes vivent, que ce soit dans le système de santé ou à l'extérieur, ou de la transmission générationnelle, par exemple, des traumatismes. Et donc, on va opposer beaucoup connaissances scientifiques sur la santé mentale et puis qui sont considérées comme rationnelles, etc. Et puis, les conceptions plus traditionnelles, autochtones notamment, du bien-être, qui vont être considérées comme irrationnelles, spirituelles, ascientifiques, etc. Et donc, n'ayant finalement pas vraiment de valeur. Et donc, on va imposer cette lunette-là hégémonique de la psychiatrie sur la conception de ce qui est la maladie mentale, mais aussi, en quelque part, en filigrane de tout ça, le bon comportement, le comportement qu'on veut favoriser, le comportement qu'on considère comme normal. Et il faut considérer aussi le fait très important que la psychiatrie détient vraiment des pouvoirs de contrainte extraordinaires. C'est-à-dire que vous n'avez pas un médecin qui peut vous forcer à accepter un traitement d'oncologie ou peu importe, comme on peut le faire en psychiatrie. Et la même chose par rapport, évidemment, à la contrainte, par rapport au droit à la liberté. Donc, le fait que les psychiatres, puisque ce sont eux qui vont initier, en fait, la mise en place de ces mécanismes-là, même si par la suite, comme je l'ai expliqué brièvement, mais ce n'est pas l'objet de la présentation, il y a une décision judiciaire qui sera prise, mais il reste que la psychiatrie peut intervenir et contraindre très gravement, en fait, les droits à la liberté et à l'intégrité, ce que peu d'institutions peuvent faire. Évidemment, on peut penser au système pénal, on peut penser à la protection de la jeunesse, mais le pouvoir sur l'intégrité puis forcer quelqu'un à prendre des traitements comme la psychiatrie peut le faire, c'est absolument exceptionnel. Je n'entrerai pas, il y a quelques autres exceptions, mais qui ne m'apparaissent pas importantes à signaler. Et donc, autrement dit, la psychiatrie, c'est un système de pouvoir important qui va concourir avec d'autres systèmes de pouvoir à le contrôle et la surveillance de certaines personnes au sein de la population.
C'est donc ce que je viens de dire. Je pense qu'on sait très bien, puis on sait d'ailleurs de plus en plus documenté comment les membres des communautés autochtones vont être disproportionnellement pris en charge par le système pénal, mais aussi par le système de protection de la jeunesse. Et nous, en fait, une de nos hypothèses de travail, c'est que la psychiatrie est le troisième élément, finalement, de ce système-là et qui va permettre finalement, comme je le disais, le contrôle, la contrainte de ces personnes-là, des membres des communautés autochtones notamment, et puis qui vont faire en sorte que on va être en mesure donc de faire passer les mêmes personnes d'un système de protection de la jeunesse à celui du pénal, mais aussi à celui de la psychiatrie, puis donc d'institutionnaliser et d'imposer une solution, entre guillemets, aux problèmes sociaux qu'on constate, qui est donc le traitement psychiatrique notamment. Ce qu'on constate aussi, c'est évidemment que les membres des communautés autochtones correspondent au profil documenté des personnes qui vont subir des pratiques psychiatriques coercitives, notamment parce qu'on connaît les conditions difficiles de vie dans les communautés, notamment parce que aussi l'accès aux services de santé est très difficile dans les communautés. Elles sont inégalement développées, notamment dans les communautés du Nord, où on sait par exemple qu'on va aller chercher les personnes en hélicoptère pour les interner en psychiatrie à des centaines de kilomètres de chez elles, seules, et puis qu'on appelle ça d'ailleurs une extraction. Et donc, les services de crise, par exemple, vont être assez peu disponibles, et donc, puis des services adaptés d'ailleurs, et donc faire en sorte qu'on va utiliser de manière beaucoup plus systématique la contrainte. Donc, ce qu'on constate dans les recherches québécoises sur la santé mentale, comme je le disais tantôt, il n'y a pas beaucoup de recherches qui abordent même de façon accessoire, je dirais, la question des pratiques psychiatriques coercitives. Les recherches portent beaucoup plus sur l'état de santé mentale des personnes des communautés autochtones. Et on va décrire, en fait, on va parler énormément des questions de consommation, des questions de détresse, puis des questions de suicide. Donc ça, c'est très présent dans la littérature. Et en même temps, on constate l'échec de la psychiatrie et même de la psychologie à intervenir efficacement par rapport à ces questions-là. Des constats qui ont aussi été faits par les commissions, les dernières commissions là, dans les dernières années, où les personnes elles-mêmes ont pu témoigner du fait que les services qui leur étaient offerts étaient inadéquats à plusieurs égards. La littérature documente quand même certains facteurs qui vont être considérés comme protecteurs, notamment la reconnaissance de la valeur des savoirs autochtones, des droits ancestraux par le système de santé ou les personnes qui vont prodiguer des soins, des services, la maîtrise de la langue traditionnelle par une proportion significative des membres des communautés qui vont pouvoir garder vivant justement la manière de concevoir ce qui est le bien-être en opposition avec la conception psychiatrique de la santé mentale et de la maladie mentale. La gestion communautaire des services, notamment de l'éducation, des services policiers, puis des services de santé. Mais ce qu'on constate aussi, c'est que malgré cette reconnaissance-là dans la littérature, en fait, la réponse, je dirais, des gouvernements et du gouvernement québécois plus particulièrement, c'est vraiment de mettre l'emphase sur le développement de la psychiatrie transculturelle puis de la sécurisation culturelle sans nécessairement ouvrir une conversation sur la nécessité de développer des services par et pour dans les communautés. Alors, j'en arrive à la deuxième partie de notre projet qui est donc comment est-ce que tout ça a commencé. Donc, vous reconnaissez certainement Joyce Echaquan ici, dont vous connaissez bien entendu la terrible histoire. Et donc, vous avez également la carte, en fait, qui vous montre un peu où se situe Manawan et où se situe Joliette et l'hôpital de Joliette particulièrement par rapport à Manawan. Donc, moi, je fais de la recherche sur le sujet des pratiques psychiatriques coercitives depuis presque 20 ans. Et je n'ai jamais croisé, en fait, justement, de littérature sur ces enjeux-là. Et suite au décès de Mme Joyce Echaquan, il y a une journaliste, en fait, qui s'est déplacée à Manawan pour rencontrer les membres de la communauté et puis discuter de cette situation, notamment de comment se passent finalement les contacts avec l'hôpital de Joliette. Et les gens de la communauté lui ont rapporté en fait l'usage très fréquent
de ce qu'on appelle la P38, donc le fait pour les policiers d'amener quelqu'un contre son gré à Joliette. Donc, c'est quelque chose qui lui avait été rapporté comme ça dans les discussions et elle-même ne comprenait pas, en fait, comment c'était même possible. Donc, elle m'a téléphoné pour me dire j'aurais besoin d'explications sur comment ça fonctionne, la P38, comment des policiers peuvent prendre la décision d'amener quelqu'un contre son gré à l'hôpital. Donc, on a eu cet échange-là. Et c'est là qu'elle m'a rapporté finalement qu'elle avait parlé avec plusieurs personnes de la communauté qui lui ont rapporté cette pratique. Et que par ailleurs, là, c'est une petite parenthèse, mais elle s'est déplacée dans d'autres communautés également, où on lui a également rapporté ces pratiques-là. Et donc, moi, comme je disais, là, c'est la première fois que j'en entendais parler lorsque j'ai discuté avec elle, puis j'ai communiqué à la suite de cet appel-là avec des organismes de défense des droits de la région et en fait l'AGID, qui est l'Association des organismes de défense des droits au Québec, pour savoir, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette situation-là? Mais ils me disaient non. Et puis, c'est là qu'on a initié la conversation, Eva et moi. Eva, d'ailleurs, qui est originaire de Manawan. Donc, je lui demande si elle est au courant, puis elle ne l'était pas. Donc, on a organisé cette première rencontre avec le service de police et le service de santé de la communauté, à savoir quel est l'état de situation finalement. Et puis, donc, c'est connu que la communauté de Manawan, comme beaucoup d'autres communautés, fait face à des difficultés très importantes, notamment en termes de détresse et de suicide, que les services de santé mentale sont inconstants. En fait, parfois, certaines choses vont être développées, puis par la suite vont être rendues pour toutes sortes de raisons inaccessibles, etc. Le service d'ambulance est disponible seulement depuis cette année dans la communauté, alors que jusqu'à récemment, c'était extrêmement long et difficile d'obtenir une ambulance, donc lorsqu'on en avait besoin en urgence. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs événements récents, dont tout ce qui concerne évidemment les pensionnats, et puis d'ailleurs la COVID également, n'ont fait qu'aggraver finalement la situation qui était déjà existante dans la communauté. Et donc, ce qu'elles nous ont dit lors de cette réunion-là, c'est qu'entre avril et décembre 2020, 245 personnes avaient été transportées contre leur gré vers l'hôpital de Joliette. Et ça représente à peu près 10% de la communauté, étant donné qu'il y a environ 2200 personnes dans la communauté. Donc, voilà, on a pris conscience de l'ampleur, en fait, de cette pratique-là lors de cette réunion-là. Et c'est ce qui nous a amené à développer le projet dont Eva va vous parler à l'instant. Okej, kwekwekskinaim shtaram kadno, tawan dijne kazum, dik mekmeris konyapska kidekera. C'est ça, j'ai été présentée. Je vais continuer la présentation. Là. Je travaille avec ma collègue là, Emmanuelle Berain dans le projet qu'on a appelé Muro Madziwin. C'est sûr, quand elle m'a contacté pour me parler là, de la surutilisation du P38 dans ma communauté, j'ai tout de suite fait des approches auprès du personnel auprès du centre de santé, puis au niveau politique aussi, puis d'autres intervenants sociaux de la communauté. J'ai organisé des rencontres également. Je trouvais que c'était préoccupant de voir cette situation, cette surutilisation. Alors, on a commencé à discuter pour développer, aider la communauté, soutenir, essayer de documenter le P38 et voir un peu les effets sur les membres de la communauté. Et on a également discuté des besoins avec les membres de la communauté, du centre de santé Shweziwin de Manawan, puis le Conseil des Atikamekw de Manawan. Puis c'était également important de développer des programmes et services qui pourront soutenir les membres de la communauté vers une santé mentale, un mieux-être individuel et collectif là, pour la communauté. Alors, c'est un peu les deux objectifs de notre projet de recherche. C'est vraiment, on veut prioriser la collaboration, la recherche-action en allant travailler avec la communauté de Manawan. On a eu un infirmier qui travaille dans la communauté de Manawan aussi, qu'on a approché puis qui voulait s'impliquer à ce niveau-là.
et travailler, aller chercher d'autres collaborateurs autochtones, là, comme le centre de santé Musqueam, le Conseil des Atikamekw de Manoan. On a rencontré également la Commission de la santé et des services sociaux des Premières Nations Québec-Labrador. On a discuté du projet qu'on voulait développer avec eux. Ils nous ont partagé également un peu la situation qu'ils voyaient à travers les autres communautés. Et on a convenu de déposer ensemble un projet de recherche, là. Alors, pour la gouvernance là, au niveau du projet, il y a l'équipe de recherche là, avec l'Université d'Ottawa composée de Emmanuel et moi-même, avec une personne de la communauté également, l'infirmier. Et on a mis en place également, on voulait avoir une structure au niveau de la communauté avec les partenaires, le centre de santé de Manoan, le Conseil des Atikamekw de Manoan, la Commission santé et services sociaux c'est SSPNQL pour participer aux rencontres qu'on prévoyait pendant le projet, puis pour nous appuyer également dans la diffusion des résultats de la recherche. Alors, on avait également discuté l'importance de mettre en place là, un cercle d'accompagnateurs composé d'aînés et de porteurs de connaissances là, de la communauté de Manoan qui vont appuyer, suivre le projet là, comme tel. Puis on a quand même regardé pour faire des rencontres assez régulières entre l'équipe de recherche et la communauté de Manoan, les différents partenaires, Manoan et la Commission de la santé et services sociaux Québec, Labrador, puis même avec les cercles d'aidants qui vont qui sont vraiment importants dans le projet pour nous guider là, dans la conduite et les orientations du projet. Alors, c'est vraiment, on a également dégagé une façon pour aller rechercher les informations, aller recueillir tous les dossiers de P38 au niveau de l'hôpital, au niveau de la santé, centre de santé de Manoan, puis au niveau des services policiers également pour documenter l'usage de la P38, puis faire des entrevues également avec des personnes, des usagers, bénéficiaires qui ont été touchés par la P38 avec les familles également. Et on a également prévu de faire d'autres rencontres là, pour documenter, justement, travailler sur un programme et services là, pour, en santé mentale, plus adapté au niveau culturel, là, au niveau des Atikamekw de Manoan. On a prévu de faire des rencontres. Là, c'est une méthode inductive, qualitative, en faisant des entrevues en langue Adikmek-Nerumwin qui seraient d'ailleurs menées par des assistants de recherche là, de la communauté. Puis on veut impliqué beaucoup au niveau des ressources là, de la communauté. Alors, c'est un peu, y a-t-il l'autre page? OK. On a, le projet devrait durer 3 ans. On a, cette année, c'est beaucoup de la revue de littérature, aller voir, aller documenter l'état au niveau de la P38, mais on veut également documenter là, les programmes et services qu'on veut mettre en place puis qu'on veut évaluer entre-temps. Là. Alors, c'est un projet qui va durer 3 ans. Là. Alors, c'est tout. Est-ce que il y a des choses à rajouter, Emmanuel? Je pense que
Donc, l'objectif, c'est donc de développer ces services par et pour et d'en documenter les effets aussi auprès de la communauté. Fait qu'il y a deux types d'entrevues, celle sur la P38 puis celle sur les services eux-mêmes. Et puis, à l'issue de ça, peut-être que tu pourrais parler des rapports de recherche qu'on veut déposer. Des rapports au cours des 3 années, c'est sûr, on veut regarder, collecte des données, revue de littérature, mais aussi élaborer la documentation, la collecte de données, toute l'analyse des données, qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce qu'on est allé chercher avec les membres de la communauté. Et de regarder aussi revue 2 rapports de recherche qu'on veut déposer au sein de la communauté. J'essaie de voir. Parce qu'en fait, ce qu'on a constaté, c'est que parmi les obstacles très importants à la mise en place de services dans les communautés, il y a évidemment, tout le monde est au courant, le partage des compétences, là, et puis le fait que les différents gouvernements ont leur conception finalement de ce qui est possible, de ce qui ne l'est pas. Cette idée que Santé Canada va donner de l'argent pour développer certaines choses, mais avec une reddition de comptes extrêmement lourde, mais qu'en même temps, il pourrait être le gouvernement provincial conteste en fait le développement de certains services en disant que c'est dans ses propres compétences. Et donc, souhaite qu'au contraire, les personnes des communautés aillent chercher les services à l'extérieur, les services offerts dans le système de santé québécois, en disant justement, avec la sécurisation culturelle, tout va bien fonctionner. Et puis, finalement, il n'y a pas nécessairement besoin d'avoir cette conversation sur les services internes à la communauté. Or, dans les dernières années, mais ça fait quand même plusieurs années à Manawan, il y avait quand même eu des essais, entre guillemets, de développement de services qui avaient très bien fonctionné, mais qui n'étaient pas financés. Puis, les expériences en question ont dû prendre fin. Donc, ce qu'on souhaite, ce qu'on espère par le projet le rapport de recherche qui s'adresse vraiment à la communauté elle-même, c'est vraiment de pouvoir la soutenir dans ces négociations pour éventuellement obtenir ce financement-là en démontrant la pertinence pour la communauté, pour les membres de la communauté, d'avoir ces services-là. Et donc, ce rapport de recherche-là puisse servir d'outil réellement à la communauté pour négocier. Mais dans un autre, de façon plus générale, je dirais, on souhaite aussi développer un deuxième rapport de recherche qui, lui, va s'adresser à l'ensemble des communautés puis qui pourrait constituer une sorte de boîte à outils qui pourrait permettre à d'autres communautés de faire un peu la même chose puis de développer à l'interne leurs propres services. Et puis, évidemment, à travers tout ça, rendre vraiment visible cette problématique qui, pour l'instant, semble, elle est méconnue, elle n'est pas documentée, mais quand on a eu nos premières rencontres avec la commission, ils avaient quand même, on comprenait qu'il y avait quand même, eux savaient qu'il y avait cette pratique qui était en place dans plusieurs communautés. Donc, on souhaite vraiment que les rapports de recherche puissent servir à ça également. Donc, de cette manière-là, on espère que la communauté puisse vraiment se servir directement des suites de la recherche pour pouvoir pérenniser des services qu'on aura été capable de mettre en place. Peux-tu ajouter quelque chose, Eva? Oui, c'est ça, j'ai oublié de mentionner également, là, au niveau de la recherche, on est encore dans les débuts, la revue de littérature, puis on avait également prévu signer des ententes avec la communauté là, sur comment on va mener la recherche. Là, une entente sur le projet de recherche, modalité de collaboration, puis également une autre entente au niveau de la propriété intellectuelle, là, des données qu'on va aller chercher. Donc, je pense que ça ferait le tour pour l'instant. Excellent, mais merci beaucoup pour la présentation de ce très important et extrêmement intéressant projet. On voit je dirais l'importance de ces enjeux au niveau du consentement ou de l'absence de consentement dans ce cas-là.
et puis la nécessité, en fait, de documenter, qui est en fait un des grands constats, qui était un des grands constats de la commission Vien, notamment de voir l'absence de données qui étaient récoltées dans bien des domaines relatifs aux enjeux autochtones. Alors, évidemment, quand les enjeux ne sont pas documentés, c'est beaucoup plus facile de les ignorer et encore plus difficile de trouver des solutions pour améliorer les choses. Donc, cette première étape-là est certainement essentielle. Et après ça, d'envisager déjà des solutions, des réflexions pour, justement, j'aime bien cette idée-là de boîte à outils pour essayer d'accompagner la communauté dans cette recherche de solutions à mettre en place. Je trouve que ça pose des belles questions et des enjeux très importants. Je pense qu'on va maintenant arrêter l'enregistrement.